Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette première séance de la Semaine du cerveau 2023 à Neurospin. Donc, je m'appelle Philippe Vernier, je suis le directeur de l'Institut Frédéric Joliot des sciences du vivant, auquel Neurospin appartient comme département et qui organise donc ces événements de la Semaine du cerveau. La Semaine du cerveau, vous savez sans doute, c'est un événement international qui est piloté depuis maintenant une trentaine d'années par la Dana Alliance et qui a donc une version française qui a énormément de succès depuis très longtemps. En France, c'est la Société française de neurosciences qui pilote cette semaine. C'est une des plus grosses sociétés scientifiques françaises, sinon la plus grosse, 2500 membres. Et cet événement est organisé depuis maintenant de très nombreuses années avec un grand succès, un succès croissant. L'année dernière, plus de 110 villes avaient participé à cet événement. Près de 600 événements, à la fois dans le milieu scolaire, mais également, bien sûr, des événements grand public comme celui-ci. Donc, c'est vraiment une occasion pour les sciences du cerveau de se mettre en scène, en valeur, d'informer un public le plus large possible des enjeux des sciences sur le cerveau qui sont très, très grands et qui continueront de l'être dans les années qui viennent. Donc, cette année, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de la Semaine du cerveau ici à Neurospin. Donc, d'abord, Christine Doublet, Frédéric Tacneff, Florence Mousson, qui sont les communicants de l'Institut Joliot, mais aussi tous ceux qui, à Neurospin, Edgar et d'autres, tout le personnel de Neurospin qui s'est mobilisé pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Un grand merci à tous et à toutes. Cette année, donc, le programme, comme toutes les années, est très riche. Cette année, il est centré autour des pathologies cérébrales. Et c'est évidemment un enjeu majeur. Vous savez sans doute que les pathologies cérébrales représentent pratiquement 30% des dépenses de santé à l'échelle européenne. Donc c'est un enjeu majeur d'essayer de comprendre et de traiter ces maladies. Donc toute cette semaine, vous allez avoir donc différentes conférences autour de cette grande thématique. Le programme, je ne vais pas vous le détailler ici, vous pouvez en avoir connaissance sur les flyers qui sont distribués. Voilà, je vais simplement prendre une minute pour introduire le professeur Marie Sarrazin, qui nous fait vraiment le grand honneur et le plaisir de donner cette première conférence. On est très honorés, Marie, de vous recevoir ici. Vous êtes une collaboratrice de longue date de l'Institut Joliot, à la fois du service hospitalier Frédéric Joliot et de Neurospin. Vous êtes une excellente spécialiste justement de ces maladies neurodégénératives qui sont un fléau dans notre pays. Vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'université Paris-Cité maintenant. Donc encore une fois, je vous remercie vraiment très très chaleureusement de nous faire cet honneur de donner la première conférence. Et je vais donc vous donner immédiatement la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, merci beaucoup à toute l'équipe de Neurospin du CEA de me permettre aujourd'hui de vous parler de la maladie d'Alzheimer. Moi, je travaille à l'hôpital Sainte-Anne et j'ai la charge d'un service où on voit beaucoup de ce type de patients et tout ce qu'on appelle les maladies apparentées. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt pour le contenu de cette conférence. C'est-à-dire que j'ai pas été payée ou je suis pas sous l'influence de financement pour vous parler de tout ça. Alors, une petite introduction pour les confusions, ce que j'appelle les confusions historiques sur la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie que tout le monde pense un peu connaître, c'est une maladie fréquente, mais qui est en fait connue depuis longtemps. Elle a été décrite par le docteur Alois Alzheimer en 1904. Au sujet d'une patiente dont vous avez la photo ici, qui était très jeune. Elle avait 51 ans, elle a eu des problèmes de mémoire, des problèmes de langage, de gestes, une perte d'autonomie institutionnalisée. À cette époque, le docteur Alois Alzheimer a poursuivi sa carrière en neuropathologie. C'était l'époque où on a de l'invention de la photographie. Il y a eu des techniques qui permettaient donc de voir au microscope par des imprégnations argentiques les lésions du cerveau. Pour la première fois, on avait des nouveaux outils. Et il a décrit les lésions du cerveau de cette patiente. À partir de ça, a été décrite la maladie d'Alzheimer. Et donc, quand la maladie a été décrite, c'était dans comment s'appelle,
une encyclopédie de psychiatrie, 1910, la maladie d'Alzheimer a été décrite comme une maladie qui touchait des gens jeunes. C'était une pathologie plutôt rare des gens jeunes. Et c'était distinct de ce qu'on appelait à l'époque la démence sénile, qui touchait les personnes âgées, qu'on considérait comme inéluctables et qu'on pensait être plutôt liées à des problèmes de vaisseaux qui se bouchaient. Alors, je vous dis ça parce que c'est resté très prégnant encore dans les confusions, dans les a priori qu'on a dans le sujet. Il a fallu attendre les années 70 par des nouveaux travaux neuropathologiques pour dire que, non, la maladie d'Alzheimer, ça touche, oui, les gens jeunes, mais c'est plutôt rare et c'est beaucoup plus fréquent chez la personne âgée et il s'agit de la même maladie. On ne parle plus du tout de démence sénile, c'est un terme qu'on n'utilise plus du tout. Donc on va parler de maladie d'Alzheimer sur des définitions neuropathologiques, c'est-à-dire sur la cause des lésions qu'on observe dans le cerveau, et on va parler de maladie éventuellement à début jeune ou à début âgé en fonction de l'âge du malade. On sait aussi que cette maladie, c'est une vraie maladie, c'est pas du tout inéluctable, ça se distingue du vieillissement physiologique, c'est-à-dire le vieillissement normal, et ça se distingue aussi d'autres sources de problèmes de mémoire, mais qui ne sont pas Alzheimer. On peut avoir des problèmes de mémoire qui ne sont pas causés par une maladie d'Alzheimer, qui sont causés par d'autres maladies, et il y a maintenant des nouvelles maladies qui ont été découvertes récemment. C'est des choses qui évoluent beaucoup. Donc la maladie d'Alzheimer se définit avant tout par ses mécanismes responsables, comme toute pathologie, ce qu'on appelle l'étiologie. Donc ici, vous avez un schéma qui vous représente un neurone, le corps cellulaire, un grand bras qu'on appelle l'axone, et puis ici la fin du neurone. Alors, ce qui définit la maladie d'Alzheimer, ce sont des accumulations de protéines à l'intérieur du neurone et à l'extérieur du neurone. Ça se voit dans toutes les maladies neurodégénératives. Dans le neurone, on décrit la protéine Tau, en fait un acronyme de Tubulin Associated Unit. Et puis à l'extérieur du neurone, ici une autre protéine qu'on appelle le peptide amyloïde. En fait, c'est des choses qui ont été découvertes, on va dire relativement récemment par de nouvelles techniques. Le fait que ça soit des protéines, par exemple, c'est dans les années 80. Alors maintenant, on affine ça de façon avec des nouvelles techniques, de façon beaucoup plus précise. Et puis autour de ces accumulations de protéines, il y a aussi des mécanismes d'inflammation qui impliquent d'autres cellules qu'on appelle les cellules microgliales ici, et puis les astrocytes qui sont les cellules de l'inflammation dans le cerveau. Alors, une particularité, c'est que ces deux protéines clés de la maladie d'Alzheimer, qui vous sont visualisées ici, elles ne s'installent pas de la même façon dans le cerveau. Elles ne suivent pas la même chronologie ni la même topographie. Le peptide amyloïde ici en rouge, ça commence de façon assez diffuse dans le cerveau, et puis ça progresse en intensité, et ça va plutôt ensuite dans les régions profondes. C'est un peu comme en flocon de neige, si vous voulez. À l'inverse, l'autre protéine, qui est la protéine Tau, elle n'a pas du tout le même chemin, vous voyez. Au début, elle est très, très focale. Elle débute dans une région très petite du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est une région impliquée dans la mémorisation. Puis ensuite, elle s'étend dans d'autres régions qui sont impliquées dans d'autres fonctions cognitives. Et enfin, ça touche l'ensemble du cerveau. Donc, on n'appelle pas la même chronologie et pas la même topographie. Ce qui a conduit à l'hypothèse d'un mécanisme responsable de la maladie qu'on appelle la cascade amyloïde. Cascade, ça veut dire que, alors ça, c'est ancien, vous voyez, ça vient d'une hypothèse qui avait été publiée en 1992 avec ce petit dessin-là, que je vous agrandis ici, mais qui est toujours le même, qui est présenté dans ce modèle de la cascade amyloïde. Ça veut dire que ce sont des mécanismes en cascade qui interviennent. Au début, vous avez une anomalie de la protéine amyloïde qui, successivement, par différents mécanismes successifs, va entraîner la pathologie de la protéine Tau, qui, elles, vont entraîner la mort des neurones, des synapses et des symptômes cliniques. Alors ça vient de données neuropathologiques et aussi c'est basé sur des modèles, enfin des études génétiques. Il y a certaines formes très, très, très rares de maladie d'Alzheimer qui sont causées à un gène, qui sont dues à un gène malade. Et en fait, c'est le gène qui est responsable d'une anomalie de la protéine amyloïde. Donc, c'est basé sur des informations surtout génétiques. C'est un modèle qui reste encore le modèle principal qu'on suppose être lié à l'événement de la maladie d'Alzheimer, l'apparition. Donc, si je vous reprends ça, on va dire que vous avez deux protéines distinctes, la protéine amyloïde, qui s'installe progressivement, puis ensuite atteint un plateau. Et quand la maladie de la protéine amyloïde s'installe, on serait au stade préclinique, c'est-à-dire avant les symptômes cliniques.
Ça débute sur l'ensemble du cerveau, puis ça progresse en intensité. Et puis ensuite, la protéine tau s'installe secondairement. Et à ce moment-là, apparaissent les signes cliniques. On va dire, MCI, c'est des acronymes en anglais, Mild Cognitive Impairment, trouble cognitif léger, ou on appelle aussi maladie d'Alzheimer prodromale. En fait, c'est maladie d'Alzheimer débutante. Puis qui ensuite va s'aggraver sous une forme qu'on appelle syndrome démentiel, c'est-à-dire une perte d'autonomie cognitive légère, modérée à sévère. Et là, cette courbe bleue est liée à la progression de la pathologie de la protéine tau. On n'a pas la même chronologie, on n'a pas la même topographie. Si je vous redis ça, donc la pathologie tau, là, qui était en bleu, c'est vraiment elle qui va être responsable et associée aux symptômes cliniques. Je vous la représente ici. Ça a été décrit en neuropathologie par Braak, ici, donc on appelle ça les stades de Braak. Ici, c'est un cerveau. Ça, c'est une vue de l'intérieur mésial du cerveau, l'avant du cerveau, l'arrière. Ça, c'est une vue de profil, avant, arrière. Alors, les lésions débutent dans la partie interne du lobe temporal ici, qu'on appelle l'hippocampe, progressent ensuite sur les régions qui sont impliquées dans d'autres fonctions cognitives, et enfin touchent à peu près l'ensemble du cerveau, sauf ici, voyant là, les régions motrices et sensitives qui sont relativement bien respectées. C'est pour ça que les patients ils peuvent marcher assez longtemps dans les formes pures de maladie d'Alzheimer. Alors, ça ne s'installe pas comme ça en 2 minutes en cliquant sur une diapo. Ça s'installe sur plusieurs années. Et c'est une question d'ailleurs, il y a une hétérogénéité dans la rapidité de l'évolution. Alors, pour comprendre les signes cliniques, du coup, on va essayer de reprendre un peu le schéma de la cartographie du cerveau. C'est très simplifié. Ici, à Neurospin, il y a des grandes équipes de sciences cognitives. Donc, si on a ici beaucoup, je leur demande de l'indulgence, mais c'est pour comprendre un petit peu. Et ce schéma-là, c'est le schéma que nous, médecins, on utilise en sémiologie clinique. Vous avez dans le cerveau 4 lobes, ici schématisés en couleur, le lobe frontal, qui est le plus grand dans le cerveau, pariétal, occipital, temporal. Ici, vous avez le cervelet, et ça, c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral qui rejoint à la moelle épinière. Et en fait, chaque région du cerveau est impliquée dans une fonction cognitive, comme une carte topographique. Donc, le lobe temporal, c'est dans toutes les formes de mémoire, dont je reviendrai. Lobe occipital, c'est plutôt la vision. Pariétal, on va dire le geste, l'orientation, mais également le calcul. Et lobe frontal, c'est donc la plus grosse partie du cerveau qui s'est développée chez l'homme. C'est plutôt tout ce qui va être raisonnement complexe et la vie sociale. Et le langage, c'est un réseau, un faisceau, entre une région plutôt de compréhension, une région qui permet la production langagière. Alors, la maladie d'Alzheimer, je vous ai dit que ça débute dans la partie hippocampique. Donc, le lobe temporal, ici, c'est la vue ici de profil. Ici, un cerveau, mais sa coupe interne, donc là, on l'a dans sa partie vraiment mésiale. Et vous voyez ici en orange, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe, qui rejoint toute une région qui est impliquée dans les processus de mémorisation des nouvelles informations. Et donc, la maladie, elle débute dans cette région-là. C'est une petite région, le reste du cerveau va être préservé. Ce qui fait qu'au début de la maladie d'Alzheimer, vous allez vraiment avoir des difficultés d'acquisition des nouvelles informations. Donc, ça concerne la mémorisation au sens commun du terme. Enregistrer des informations, c'est la mémoire du fur et à mesure, si vous voulez. Ce stade-là, il est très variable dans sa durée, 2 à 5 ans, voire beaucoup plus longtemps. On peut proposer des traitements. Il y a des formes très lentes de la maladie. Alors, à ce stade-là, évidemment, problème de mémoire, maladie qui fait très peur. Est-ce que quand on ressent des problèmes de mémoire, est-ce que nécessairement il faut s'en inquiéter? La difficulté pour nous, médecins en consultation, c'est que ressentir une difficulté de mémoire, fort heureusement, ne signifie pas maladie. La plainte mnésique, c'est-à-dire le ressentir, on dit « Ah, ma mémoire, ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?» C'est fréquent. C'est tellement fréquent que ça touche plus de 50% des personnes de plus de 50 ans. Donc, c'est la norme, en fait. C'est presque de ne pas s'en inquiéter qui devient pathologique. Et pourquoi? Parce que non, mais c'est vrai en plus. Pourquoi? Parce que c'est lié à multiples paramètres. Les facteurs sociaux, évidemment, alors l'isolement, diminution de la motivation, l'envie, mais aussi toute l'idée de performance qui est très forte à notre époque. Les facteurs psychosociaux, anxiété, dépression, diminution de la confiance en soi, qui peut s'amplifier avec l'âge. Les facteurs, évidemment, aussi biologiques, proprement dits. Alors là, c'est ce que le médecin, en tous les cas le neurologue, va essayer d'identifier. Ensuite, quand vous avez une vraie amnésie, c'est-à-dire une amnésie qui est liée à une atteinte de l'hippocampe, bien souvent, les patients s'en plaignent pas ou s'en plaignent peu. D'abord, parce qu'il y a une oubli des oublis.
Et ensuite, parce qu'il y a une anosognosie. Anosognosie, c'est un symptôme clinique. A, c'est absence. Nosographie, c'est maladie. Gnosie, connaissance. Donc, je n'ai pas conscience de ma maladie. Je n'ai pas conscience de mon symptôme. Et ça avait été décrit par le Dr Bamasky pour des hémiplégies. Donc, c'est pas propre à l'amnésie. Mais c'est très, très fréquent dans les débuts de maladie d'Alzheimer. Donc, je vais vous simplifier ça en vous disant que quand on ressent des difficultés amnésiques, il y a ce qui va faire craindre une vraie maladie de la mémoire, quelle que soit sa cause, Alzheimer ou autre, c'est-à-dire une anomalie vraiment des neurones hippocampiques, ou bien une fausse maladie de la mémoire. C'est-à-dire, je suis pas content de ma mémoire, donc ça c'est une réalité, c'est un ressenti, mais c'est pas forcément lié à une atteinte des neurones sur un plan organique. Dans la vraie maladie, on va dire qu'il y a des oublis, donc les patients ont tendance à minimiser, alors qu'il y a au contraire un surinvestissement de l'oubli. Donc vous avez des gens qui viennent vous consulter parce que une fois ils savaient plus où ils avaient oublié leur voiture, mais ils se souviennent parfaitement de l'événement. Donc il y a un surinvestissement de cet événement et de son retentissement. Et alors que dans la vraie maladie, la vraie amnésie, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt une méconnaissance, une sous-estimation des conséquences des difficultés de mémoire. Par contre, c'est pas pour autant que le patient ne ressent pas un inconfort. Il peut être même très anxieux. Il peut devenir irritable quand il est mis en défaut. Donc, c'est plus subtil. La fausse maladie, j'appelle ça fausse maladie de la mémoire, c'est une façon de parler, ça peut par contre révéler authentiquement une souffrance, un vécu psychique du sujet, voire une dépression, une anxiété. Fait que dans les vraies maladies de la mémoire, souvent les patients consultent sur la demande d'un proche, alors que dans l'autre cas, c'est des patients qui consultent seuls et qui sont en demande de bilan. Quand on freine les bilans, ils sont presque déçus. Et puis, il y a la nosognosie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce symptôme qui fait que les patients n'arrivent pas à identifier les signes cliniques qu'ils présentent et à en estimer la sévérité. Alors, un petit mot sur la mémoire. La mémoire, c'est pas une entité globale. On parle de mémoire au pluriel. Il y a différents sous-types de mémoire qui sont liés à des régions anatomiques, à des réseaux de neurones différents dans le cerveau. La mémoire, je vais parler de la mémoire à long terme, c'est celle qui est entre guillemets stockée, celle qui est conservée. La plus fréquente, quand on en parle dans le langage courant, c'est celle-ci, c'est-à-dire la mémoire explicite, celle que on va essayer de se souvenir spontanément avec volonté, si vous voulez. C'est tous les épisodes de vie, ce qu'on appelle nous la mémoire épisodique, la mémoire des épisodes de vie. Par exemple, où j'ai passé mon dernier anniversaire et avec qui. Donc c'est des épisodes qu'on peut localiser, qu'on peut dater, et qui constitue aussi la mémoire du quotidien. Comment je suis venue aujourd'hui à Neurospin malgré beaucoup de difficultés dans le RER et dans le bus, pour ceux qui ont vécu ça aussi. Donc moi je m'en souviens, c'est des épisodes de vie que je peux relater, et je sais aussi ce que j'ai mangé à mon petit déjeuner. Et puis il y a un autre type de mémoire qui est la mémoire sémantique. Alors la mémoire sémantique, c'est la mémoire encyclopédique des faits généraux. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un kangourou? Où se situe la Statue de la Liberté? Ça, c'est une mémoire qu'on peut tous partager en commun, une mémoire partageable. Alors que ce que j'ai mangé à mon petit déjeuner, je doute que quelqu'un puisse répondre à cette question. Donc, en fait, ça, c'est deux types de mémoire qui dépendent de régions anatomiques distinctes, et on a des maladies qui touchent la mémoire épisodique, qui respectent la mémoire sémantique, et inversement. Je vous en montrerai un exemple. Et puis, il y a une autre mémoire qui est la mémoire inconsciente. Inconsciente, pas au sens psychanalytique, mais au sens automatique, qui fonctionne, heureusement pour nous, la plus grande partie du cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire de façon automatique, sans que j'ai besoin même de me rendre compte ou de faire un effort. C'est tout ce qui va être les habilités motrices, le savoir-faire. Alors là, j'ai mis quelqu'un à vélo, ski, c'est pareil, mais ça peut être aussi faire du tricot, ou même des choses beaucoup plus précises, de faire jouer au bridge, la conversation, les habitudes conversationnelles, etc. Le conditionnement, c'est le réflexe conditionné, une araignée, j'ai peur, je l'évite. Et puis l'amorçage, je vous montre une madeleine. Si je vous dis littérature, tout le monde évoque Proust. Voilà. Alors là, j'ai choisi un amorçage sémantique, c'est-à-dire qui est partageable par tout le monde. C'est la mémoire associative, en fait. Cette mémoire associative, elle peut être partageable, comme ça, c'est des différences un peu sémantiques, mais elle est aussi propre à chacun. Vous avez votre mémoire associative qui est liée à votre histoire de vie et qui est souvent très liée aux mécanismes affectifs et émotionnels. Et tout ça, ça peut être préservé, et c'est préservé dans la maladie d'Alzheimer. Donc la mémoire altérée, la mémoire respectée, vous avez la mémoire altérée, c'est l'oubli des faits récents, les anecdotes du quotidien, l'amnésie au fur et à mesure, les gens qui répètent les questions,
qui ont un oubli des oublis, qui vont minimiser, qui vont méconnaître la sévérité de leurs troubles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les déficits de mémoire épisodiques, souvent associés à une anosognosie qui est relative. Ils ressentent l'inconfort. Par contre, va être préservé le souvenir des faits anciens, puisque ça, ce sont les souvenirs qui ont été acquis avant la maladie, quand l'hippocampe faisait son travail correctement. Donc là, il n'y a pas de problème. Ce qui va être respecté, c'est la mémoire des habitudes. Par exemple, des gens qui me disent je continue très bien à jouer au Scrabble, on va au club de bridge, et d'ailleurs, elle gagne parfois les parties, elle continue à jouer au piano, etc. Ça, c'est la mémoire procédurale qui va être préservée. Il faut avoir des gens aussi qui ont une mémoire affective très bonne. Donc, ils ont du mal à se rappeler d'un événement, un mariage, un baptême, avec précision. Mais ce dont ils se souviennent, c'est que ça s'est bien passé. C'est un bon souvenir. Et ça joue beaucoup, nous, en recherche. On essaie aussi de créer un climat, un environnement agréable pour que le patient, ensuite, n'ait pas de crainte à revenir, même si pour lui, c'est très flou dans le contenu précis de l'événement. Et enfin, vous avez la mémoire générale, la mémoire sémantique, qui fait que les patients peuvent tenir des conversations. Alors, quelques exemples pour ceux ou celles pour lesquels ça reste un petit peu abstrait. J'ai mis quelques témoignages d'une dame qui s'exprime ainsi. Manifestement, j'ai des difficultés à mémoriser. Si j'essaie de mémoriser, par exemple, ce que j'ai fait il y a 2 jours ou même hier, c'est difficile. Il faut que je me concentre énormément. En fait, je m'appuie beaucoup sur mon épouse. C'est elle qui m'aide à me souvenir. Mais je ne me sens pas gênée pour penser ou raisonner. Je crois que je suis le même qu'avant ma maladie. Donc, c'est quelqu'un qui a une problème de mémoire isolée, là, qui arrive à peu près à l'exprimer. Alors, c'est vrai que les conjoints sont très sollicités, mais quand il dit qu'il est le même qu'avant la maladie, c'est vrai. Il est tout à fait capable d'avoir des choix et d'avoir une lucidité sur ce qui lui arrive. Notre patient qui va exprimer ce problème de mémoire ainsi, pour le routinier, ça va. Pour le reste, j'ai tendance à freiner. Autre exemple, ma mémoire s'en va. J'ai pris l'habitude de ne plus prendre la parole lors des repas de famille, car je ne me fais plus confiance. Comme je suis le patriarche, ça passe bien. Je ne crois pas que mes petits-enfants s'en rendent compte. Alors, j'ai oublié les petits-enfants, effectivement, ne s'en rendaient pas compte. Les enfants avaient vu qu'il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas. Et il avait pris cette position qui lui permettait de ne pas se mettre en difficulté. Il sentait qu'il était plus très sûr de lui et ça lui permettait de maintenir sa vie familiale. Autre situation, qu'est-ce que je pose à la patiente, comment vous vous sentez? C'est difficile de vous dire ce qui ne va pas très bien. Si j'allais bien, je ne viendrais pas vous voir. Vous venez me consulter car je suis neurologue. Avez-vous une maladie du cerveau? Non, je ne pense pas. Mais si je suis là, c'est que je dois en avoir une. Avez-vous des difficultés de mémoire? Non, en tout cas, je n'en souffre pas. Voilà, une patiente qui a une maladie d'Alzheimer avec une amnésie sévère et qui a une anosognosie. Vous voyez cette ambiguïté dans la relation fait que les conjoints sont très sollicités et que aussi pour l'adhérence aux soins ou pour faire venir des gens à la maison, c'est souvent très difficile. Autre situation, votre mémoire vous gêne, je suis contente de moi. Vous êtes contente de votre mémoire? Non, je ne suis pas contente. En fait, je ne sais pas. Si je dis que c'est parfait, je pense que je mens. Vous dites ce que vous ressentez, c'est ce qui est important. Pensez-vous qu'une maladie est responsable de vos difficultés? Je ne sais pas, peut-être. Vous me donnez des médicaments, ça me fait du bien. Voilà un petit peu comment ça se présente à ce stade-là de la maladie, avec toute cette variabilité quand même. C'est pas une autre situation d'une dame qui vivait seule. Ma mémoire me fait des caprices, ça c'est sûr. Qu'avez-vous fait hier? Je crois que je suis restée chez moi. Peut-être aux grandes dames de ma fille que je suis allée boire une bière. Quand il fait beau, je vais me promener le long du canal. Il n'y a pas de bruit. On voit des bicyclettes, des voitures d'enfants. Et hier, vous êtes allé vous promener? Il faisait beau hier. Oui, il me semble que j'y suis allée hier, mais je ne sais plus. Le canal Saint-Martin, c'est un endroit que j'aime beaucoup. On voit des bicyclettes, des voitures d'enfants. Il n'y a pas de bruit. Répétition. Avant, c'était un endroit infect, mais depuis le travaux, c'est vraiment un endroit très agréable, ce qui est vrai. Ils ont vraiment transformé ce quartier. Vous voyez, la mémoire récente, la mémoire plus ancienne. Alors là, sa fille qui était là intervient. Je ne suis pas sûre que tu y sois allée hier, car j'ai téléphoné dans l'après-midi et tu étais chez toi. D'ailleurs, il pleuvait. Ah oui, peut-être. Hier, peut-être. Je suis incapable de le dire. Donc voilà, une conversation qui se maintient, qui peut faire un peu illusion. Si on fait attention, qu'on est un peu plus précis, vous voyez bien cette amnésie d'effet récent qui apparaît.
Alors, quand la maladie va évoluer, ben, ça va atteindre d'autres régions du cerveau. Donc, la mémorisation va s'accentuer. Les patients vont avoir des difficultés pour s'orienter, communiquer, anticiper, planifier des activités. Alors, ça peut être les vacances, mais ça peut être aussi les rendez-vous avec les médecins ou autres. Raisonner dans une situation plus complexe, utiliser des objets ou des appareils ménagers, gérer le budget, apprendre avoir des nouveaux apprentissages aussi. Là, le patient ne peut pas vivre seul. Quand le patient ne peut pas vivre seul, que le handicap entraîne cette perte d'autonomie, on va parler de syndrome démentiel, léger, modéré à sévère. Alors, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, c'est le même que je vous ai montré. On a des outils, je ne vais pas les détailler, qui nous permettent d'évaluer chacune des fonctions cognitives. Ça nous permet, nous, de voir si le patient, comment il évolue, quelles sont ses difficultés, de donner des conseils aussi à la famille. Alors ici, pour le geste, on va rechercher ce qu'on appelle l'apraxie gestuelle. On fait des imitations de gestes, des mimes d'utilisation d'objets. La fonction visuospatiale, c'est des copies de dessin. Ça, c'est ce qu'on appelle une apraxie visuo-constructive. C'est une copie de dessin qui est altérée. Pour la vision, il y a beaucoup de tests. Alors ça, ce sont des dessins enchevêtrés. Donc les patients qui ont des maladies de cette région du cerveau, ils voient que des traits. Ils n'arrivent pas à reconstituer les objets. Ou bien pour le langage, on fait parler évidemment les gens, la conversation, mais aussi on peut leur demander, on fait dénommer des images, on voit s'ils accèdent aux mots, s'ils reconnaissent les dessins, etc. Petits exemples. Les fonctions frontales, donc le lobe frontal, on va se mesurer par les doubles tâches, faire deux choses à la fois peut être altéré, le raisonnement abstrait, la conceptualisation, la capacité de planifier, d'anticiper des activités. Mais surtout, dans la vie sociale, ça peut donner des modifications du caractère ou du tempérament, avec des gens qui deviennent beaucoup plus apathiques, ou alors au contraire désinhibés. Ils peuvent être très impulsifs, voire impatients, voire irritables. Ils peuvent développer des hyperfamiliarités, ou au contraire des agressivités, et avoir des comportements très stéréotypés, répétés comme ça. Par exemple, chez les patients Alzheimer, parfois, ils ont tendance à vider et ranger les armoires, par exemple, ou les tiroirs des affaires, etc., sans cesse, avec un comportement comme ça qui se répète. Et ça, c'est l'exemple d'une patiente que j'ai vue récemment qui me parlait de son mari. Il devient très gentil si les gens sont gentils. Au contraire, il peut être virulent et colérique si les personnes sortent des clous. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils ont un comportement en miroir. C'est-à-dire qu'en fait, si l'environnement est extrêmement familier, ils vont être trop familiers, donc il peut y avoir des abus sur l'argent, des achats. Au contraire, s'ils sont dans un environnement un peu stressant, voire un peu contestataire, ils vont s'énerver et ils peuvent être même agressifs. Alors, et puis quand la maladie évolue, les patients ont besoin d'aide pour s'habiller, manger, etc. La maladie d'Alzheimer, c'est pas une maladie qui va être responsable directement du décès. Les décès, c'est des complications indirectes. Alors, les infections, la dénutrition, les chutes ou une autre pathologie qu'on n'a pas détectée comme des cancers. Ce qui fait que le handicap, il est cognitif. Au début, les patients peuvent vivre seuls avec un support cognitif. Il faut quand même faire attention. Donc, il faut être là pour toutes les tâches avec une application cognitive importante. En particulier pour les médicaments, il faut faire attention. Prendre les médicaments tous les jours, c'est la mémoire procédurale, c'est des habitudes. Ils savent qu'il faut prendre des médicaments. Par contre, ils vont prendre des médicaments, une heure après, ils savent plus s'ils l'ont pris. Le risque, c'est le surdosage. C'est pas l'oubli. Donc c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux patients et à la famille. Après, ils ont besoin d'être accompagnés pour aller faire les tâches, mais ils peuvent encore être actifs. Et puis ensuite, le patient devient beaucoup plus passif dans son quotidien. Point très important, c'est que pour un même patient qui ont des bilans similaires au départ, cliniques, vous avez des patients qui vont, ça c'est sur 3 ans par exemple, qui ont des évolutions de la maladie très lentes. Alors ça c'est le MMS pour ceux qui connaissent, qui n'a quasiment pas bougé à 3 ans, maladie d'Alzheimer. Et puis d'autres au contraire qui ont perdu beaucoup de points, qui vont être très handicapés et là qui ont besoin d'aide à la maison. Donc on a des évolutions très variables, des formes rapides, des formes lentes comme pour toute maladie. Et un des points de maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a beaucoup de mal à identifier au départ ceux qui vont être là de ceux qui vont être là. C'est un des gros enjeux de la recherche et qui a des implications pour les traitements. Alors, comment on pose un diagnostic? La neuropsychologie, c'est ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les tests, l'évaluation clinique, mais on a aussi la neuroimagerie et la biologie. Alors, la neuroimagerie, en pratique clinique, ça reste l'IRM cérébrale. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, voilà une IRM, le patient est allongé, on met la tête là, il y a une antenne qui est posée, et puis,
hop, tout le lit rentre dans la machine. Donc les gens claustrophobes n'aiment pas. On met des boules qui que ça fait du bruit, l'aimant magnétique, on l'entend. Enfin, il n'y a pas de rayon, on peut en faire beaucoup et ça fait pas mal. Alors, pourquoi il faut en faire une systématiquement d'imagerie cérébrale? Et quand il y a une contre-indication, c'est un scanner, c'est parce qu'on peut avoir des surprises. Patient qui consulte pour une suspicion de maladie d'Alzheimer, en fait, il avait un méningiome. Alors, ça, c'est une vue de face du cerveau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, ce sont les yeux. Par exemple, là, on voit le nez, si vous voulez. Alors, ça, c'est un méningiome, c'est une tumeur bénigne du cerveau, opérée et guérie. Voilà. Donc, une imagerie cérébrale est indispensable. Dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on va essayer de voir au début, puisque ça débute dans l'hippocampe, je vous ai montré tout à l'heure, on va essayer de voir cet hippocampe en faisant une coupe ici de face pour se mettre face à l'hippocampe pour pouvoir bien le voir. Alors, vous voyez ici une coupe de face du cerveau qu'on appelle coronale, la partie latérale, gauche-droite et deux hémisphères. Donc, on a deux hippocampes, un à gauche et un à droite. Pourquoi ça s'appelle l'hippocampe? Ben voilà, hein, vous avez la réponse. Ça ressemble à l'animal quand on regarde, quand on l'agrandit. Alors, il y a plusieurs sous-champs hippocampiques avec des rôles particuliers. Et puis, en IRM, cette coupe-là, on peut voir ici la partie de l'hippocampe. Alors, on regarde sa hauteur, son aspect, etc. Qu'est-ce que ça donne dans une maladie d'Alzheimer? Ici, vous avez une IRM normale. Et ici, un patient qui a une maladie d'Alzheimer, vous voyez que l'hippocampe, il est tout petit, il est rabougri. En noir, du coup, c'est du liquide, en fait. C'est de la corne ventriculaire. On a du liquide dans le cerveau. Ça, c'est du liquide. C'est ce qu'on appelle les ventricules. Du coup, le liquide prend plus de place. Donc, ça prend cet aspect noir. Mais c'est en dessous que l'hippocampe est tout petit. Donc, on a une atrophie des hippocampes. Alors, on n'a pas que ça. Parce que quand vous regardez les sillons ici, vous voyez qu'ils sont un peu plus dilatés. Donc, ici, par exemple, dans le lobe temporal, que chez quelqu'un qui n'est pas malade. Cet hippocampe, l'atrophie va progresser dans le temps. Ça, c'est un même patient qui a été suivi 36 mois. Vous voyez ici l'hippocampe là, qui est entouré. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être chercheur. Hein. On voit que ça progresse dans le temps. Ça suit l'évolution de la maladie. Et c'est un outil qu'on peut utiliser. Le problème, c'est qu'il faut avoir des logiciels. Enfin, c'est pas utilisé en pratique clinique. Vous voyez aussi que les sillons progressent. L'atrophie des sillons ici, par rapport au départ, a progressé parce que ça va diffuser dans le cerveau. Alors attention, une IRM seule ne pose pas un diagnostic. On a parfois des gens qui viennent nous voir, ils ont fait une IRM, catastrophe, atrophie hippocampique, ils vont voir sur Internet, ils arrivent, le visage blanc, ils attendent le verdict. Bon, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir des aspects comme ça d'atrophie hippocampique chez des gens qui n'ont rien. C'est pas un signe de maladie, isolément. C'est vraiment à prendre dans son ensemble. Et à l'inverse, on a des gens très contents qui viennent rassurer le radiologue et dit j'ai pas d'atrophie hippocampique alors qu'ils débutent une maladie d'Alzheimer, en particulier chez les gens jeunes. Ça, c'est une dame jeune qui a une maladie d'Alzheimer avec des hippocampes qui sont d'aspect normaux parce que la maladie touche d'autres régions du cerveau. Alors ça, c'est un petit coucou aux collègues d'ici parce que on a travaillé avec un logiciel qui a été développé ici par Jean-François Amangin. Alors, on mesure les sillons ici, vous voyez, qui sont colorés. On mesure l'élargissement des sillons. Et on a montré que chez les gens jeunes, early onset, à début jeune, les gens jeunes, eh bien, ce qui permet de discriminer avec des gens qui sont pas malades, c'est pas le volume hippocampique, mais c'est les sillons ici de cette région, temporopariétaux. Et le volume hippocampique est finalement peu discriminant chez les gens jeunes. À l'inverse, chez les malades plus âgés, c'est le volume hippocampique. Ici, c'est des courbes ROC, ça veut dire que ça permet de voir quel est le meilleur outil pour distinguer les malades des non-malades. Eh bien, c'est le volume hippocampique qui est un meilleur discriminateur que les sillons temporaux. Donc, c'est pas blanc ou noir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'adapter à la situation, à l'âge. Il y a plein de facteurs associés. Et puis, il y a la tomographie à émission de positons, la tête. Alors, ici, un petit dessin. Donc, le sujet, c'est comme un scanner. Donc, on n'a que la tête dans la machine. Et on injecte un produit, un traceur, marqué avec un traceur, un isotope radioactif. En fonction du traceur, on peut mesurer, tester, évaluer beaucoup de choses différentes. C'est le même technique que la scintigraphie, par exemple, pour ceux qui connaissent la scintigraphie. Donc ici, on injecte en pratique clinique du sucre, en fait, du fluorodésoxyglucose. Le sucre, le neurone, c'est la principale source d'énergie, du neurone. Donc, quand le neurone consomme moins de sucre, c'est qu'il est malade. Donc, ce qu'on va regarder, c'est la consommation du sucre dans certaines régions. Ici, un patient qui a une maladie d'Alzheimer. Alors, il y a un gradient de couleur complètement arbitraire. Rouge, c'est que le cerveau fonctionne bien. Il a bien consommé le sucre injecté. Ici, vous voyez que ça marche beaucoup moins bien.
Et là, ce sont les régions, en fait, de la mémoire, les régions temporales. Donc, on a un hypométabolisme qu'on va regarder, nous, cliniquement, s'il y a une congruence avec la présentation clinique. C'est pas systématiquement fait en clinique, c'est fait chez les gens jeunes ou quand on a des difficultés de diagnostic. Donc, je vous ai parlé de la neuropsychologie, neuroimagerie, mais on a aussi la biologie. On peut avoir un outil biologique, c'est-à-dire on fait une ponction lombaire et on dose la protéine Tau et la protéine amyloïde dans le LCR. Cet outil biologique nous permet d'avoir la confirmation du diagnostic. Maintenant, c'est fait systématiquement, sauf contre-indication. Donc, les nouveaux critères de la maladie, c'est cela. C'est une description des symptômes cliniques, des arguments de neuroimagerie qui sont congruents avec la clinique, la norme, enfin, pas d'autres points atypiques, et le diagnostic biologique par la ponction lombaire. On appelle ça un diagnostic clinico-biologique. Comme ça qu'on pose le diagnostic, surtout au début des maladies. Pourquoi il faut faire un diagnostic biologique? Parce que, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, on peut avoir une amnésie qui mime une Alzheimer, mais qui n'est pas un Alzheimer. On peut avoir une amnésie Canada Dry, si vous voulez. Et dans les essais thérapeutiques, donc avec les centres experts, il y avait jusqu'à 30% d'erreurs de diagnostic. Donc des gens avec une amnésie, une atrophie hippocampique, qui n'ont pas d'Alzheimer. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est âgé. Et alors ça a été décrit sous le terme de SNAP, c'est-à-dire des gens dont on suspecte qu'ils n'ont pas une pathologie de type Alzheimer qui explique leurs symptômes cliniques. Et on sait maintenant, on parle grâce à la neuropathologie, c'est qu'il y a d'une part deux causalités les plus fréquentes, d'une part des inclusions d'une protéine qu'on appelle la TDP43, c'est pas amyloïde, c'est pas Tau, c'est une autre protéine, et puis d'autre part des scléroses de l'hippocampe, c'est-à-dire l'hippocampe est malade et c'est pas lié à l'Alzheimer. Ce sont des maladies, et ce ne sont pas des Alzheimer. Donc, c'est très important d'avoir cette précision diagnostique parce que sinon, dans les essais thérapeutiques, toute la recherche, on va se tromper. Pourquoi un diagnostic biologique? C'est aussi parce que on peut avoir une maladie d'Alzheimer sans amnésie. Le fait de ne pas avoir d'amnésie n'élimine pas une maladie d'Alzheimer. Alors, ici, un exemple. Quelqu'un qui consulte. Comment se passent vos journées? Je sors, mais là, c'est pas encore commencé. Vous rencontrez vos amis. Je les vois que quand on y va, dès qu'il y aura au quartier latin, dès qu'il y aura quelque chose, on ira avec eux. C'est surtout que quand il y a comment on appelle ça, vous savez, pour les gens âgés, pour faire des études de ce que l'on veut. Ils seront à la Sorbonne, parce qu'il y a des conférences, personnes âgées, retraitées, je sais plus ce qu'il fait. Il n'a pas du tout de problème de mémoire, il suit les conférences. Ce qu'il a, c'est un manque de mots, avec cette phrase hachée, selon cette syntaxe qui est altérée. C'est une forme de maladie d'Alzheimer langagière. Et vous voyez ici, ça c'est du FDG, donc ça c'est de la consommation du sucre, là, comme je l'ai parlé. Ici c'est respecté. Puis il y a une région qui est malade, là, c'est la région du langage. Donc c'est quelqu'un qui a un hippocampe qui fonctionne, mais qui a un langage qui fonctionne pas. C'est une forme atypique de maladie d'Alzheimer. Là, on fait la ponction lombaire. Sans la ponction lombaire, on peut pas poser de diagnostic, évidemment. Autre situation, neurovisuelle, forme visuelle de maladie d'Alzheimer. Je veux me raser, sous le miroir, je cherche le rasoir, je ne le trouve pas. Je cherche avec les mains, il tâtonne. Pareil pour la brosse à dents et le dentifrice. Quand je suis au bureau où je dois taper mes mails, je ne trouve plus où est le P et où est le B. Avant, je faisais ça sans réfléchir. Au bureau, je cherche mon téléphone. Je me dis, mais où est mon téléphone? Il est bien à droite, mais je ne le vois pas tout de suite. Donc, alors, il a consulté plusieurs ophtalmos avant de voir un neurologue, et ce sont des gens qui ont des atrophies corticales postérieures, c'est-à-dire des formes qui débutent dans la région visuelle du cerveau, aucun problème de mémoire, ce sont des maladies d'Alzheimer. C'est protéine amyloïde, protéine Tau, mais qui ne touchent pas les mêmes régions. Pourquoi un diagnostic biologique? C'est parce qu'il y a aussi d'autres formes de maladies qui sont parfois difficiles à diagnostiquer. Donc là, on fait une ponction lombaire pour s'assurer de la normalité, pour être sûr que ce n'est pas une forme bizarre d'Alzheimer. Ici, une maladie qu'on appelle la dégénérescence lobaire frontotemporale, qui touche les régions frontales du cerveau. Vous voyez, ça c'est une scintigraphie. Le lobe frontal ne fonctionne plus avec une atrophie importante. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, lobe frontal, c'est tout ce qui est vie sociale, et puis c'est un peu le propre de l'homme, on va dire. Donc, ça donne essentiellement des comportements inadaptés dans la vie sociale. Je vous ai mis des exemples. Mon épouse connaissait les bons usages, mais là, lors de l'apéritif, elle s'est levée, elle est allée à table, elle a mangé ce qui était sur la table sans se préoccuper des invités. Il y a une boulimie, il y a une perte des usages sociaux, et puis ce sont des gens qui sont très impulsifs. Alors celle-là, c'est un commissaire de police qui m'appelait parce que mon patient avait été arrêté pour un vol de vélo.
Et son explication, patient, le vélo était là, alors je l'ai pris. Une autre patient dans une boulangerie. Je me suis servi dans la boulangerie car j'avais faim. Voilà, volonté, moi je me satisfais. Il s'adresse aux jeunes femmes sans précaution. Alors ça, c'est l'épouse qui parle de son mari. Il s'adresse aux jeunes femmes sans précaution. Il tient parfois des propos grossiers et vulgaires, tout à fait inhabituels. Je suis très gênée. D'inhibition. Ma mère se comporte comme une adolescente. Elle fait simplement ce qu'elle a envie. Elle sort le soir sans se préoccuper du reste. Elle ouvre sa porte à n'importe qui. Donc ça, ce sont des gens, parfois, qui vont voir des psychiatres avant de venir chez nous. C'est des patients qui se rendent pas du tout compte de leurs symptômes et ce sont pas des maladies d'Alzheimer. C'est une autre pathologie qu'on appelle la DFT. Dans cette DLFT, il y a des formes sémantiques ici. Donc ça, c'est la mémoire sémantique, la mémoire encyclopédique. Alors, ça, vous voyez ici, vous avez une atrophie de cette région du cerveau qui est le lobe temporal. Les hippocampes, ils sont pas atteints. Alors, en FDG, là, il y a comme un trou. C'est-à-dire que vraiment, cette région ne fonctionne pas. Et c'est pas des Alzheimer, c'est lié à une autre protéine. Alors, petit exemple. Donc, ils ont perdu le sens commun, par exemple, des mots, les sens général, des connaissances générales. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un igloo? Un igloo, c'est un petit singe. Et qu'est-ce que c'est qu'un kangourou? Un animal. Je ne le vois pas très bien. Ce n'est pas comme un chien. N'a pas la même façon d'être. Donc, ça, des paraphasies sémantiques, c'est-à-dire qu'ils ont des mots pour un autre. 14 et 18, ça vous évoque quoi? Ce sont des chiffres. 14 et 18. Un numéro de téléphone. On leur fait aussi, par exemple, des dessins. Donc, je leur demande de dessiner un éléphant. Alors, c'est un animal. Donc, il y a un prototype de l'animal ici, vous voyez. Mais pareil pour le canard, pour le chat. Donc, là, ça devient, voilà, on appelle ça l'élargissement du champ sémantique. Donc, ça, ce ne sont pas des maladies d'Alzheimer. Donc, pour nous, c'est très important de distinguer ces pathologies. Et pour la recherche aussi, si on veut développer des traitements. Alors, est-ce qu'on a des traitements, justement, actuellement proposés aux patients dans la pratique clinique? On a un traitement malheureusement déremboursé en France. C'est un scandale. Je l'ai dit dans les médias. J'ai vraiment, mais bon, voilà, ça a été une décision qui a été prise uniquement en France. Les autres pays européens remboursent ce traitement. C'est quoi? Ça repose sur un traitement cholinergique, c'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, il y a des neurones qui communiquent par un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine, qui sont altérés dans la maladie. Ici, vous voyez, c'est des mesures en neuropathologie. Dans la maladie d'Alzheimer et dans les démences de Parkinson, ça, c'est des sujets normaux, ont des neurones préservés. Et ici, tout le dosage d'acétylcholine est altéré, diminué, et d'autant plus que le patient est à un stade évolué. Et ça apparaît, ça c'est des mesures qui avaient été faites chez des malades très débutants en maladie d'Alzheimer, et il y avait des atteintes des neurones cholinergiques dès les stades très débutants de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme traitement? Ça, c'est un schéma très simplifié d'une synapse. La synapse, c'est des communications entre deux neurones, avec l'acétylcholine comme neurotransmetteur, donc qui est libéré. Donc, comment ils communiquent les neurones? Par un courant électrique qui entraîne une dépolarisation de la membrane. Ça donne un signal pour que la molécule chimique qu'on appelle le neurotransmetteur, qui transmet l'information d'un neurone à l'autre, soit libérée dans cet espace qu'on appelle l'espace synaptique, et ça va sur un récepteur qui va déclencher également la dépolarisation, le courant électrique. Et ça permet aux neurones de communiquer les informations. Alors, c'est évidemment, vous vous en doutez, très complexe. Et entre autres, l'acétylcholine peut être dégradée par l'acétylcholinestérase, une enzyme qui va la dégrader. Donc, les traitements qui sont proposés dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on inhibe l'action qui dégrade l'acétylcholine pour renforcer, en fait, sa possibilité d'agir, même si le neurone est malade. Donc, c'est pas un traitement qui agit sur la cause, c'est un traitement symptomatique. Mais ça a montré une efficacité. Ça, c'est les études qui avaient été publiées à l'époque. En vert, c'est les gens traités. Ça, c'est à 1 an. En orange, c'est les gens non traités. Et il y a une différence significative et plus importante qu'avec tous les traitements dont on parle actuellement, agréés par les États-Unis. Et ce sont des comprimés à 25 € par mois. Alors, il faut m'expliquer pourquoi ils ne sont pas remboursés. En tous les cas, l'efficacité est démontrée dans toutes les études. Nous, on le propose aux patients. Il faut faire attention aux enjeux cardiaques. Alors, témoignages des patients qui ont débuté un traitement et qui sont informés de leur diagnostic, bien sûr. Alors on leur donne aussi des antidépresseurs, souvent ils ont 2 traitements. Je me sens moins angoissée, quelle que soit l'issue de ce qui va m'arriver. J'arrive à rester pertinent ou peut-être pas. En tout cas, je sais être drôle. Je gère. Et mes amis sont moins inquiets. Et sa famille aussi, il avait vu, c'est très récent, il avait passé Noël avec ses enfants qui étaient plus apaisés de le voir mieux. Je vis la maladie comme je peux. Je peux pas vous dire que je cours à 200 à l'heure.
j'ai besoin de phases de repos. Je fais moins de choses, mais je reste actif. Je fais encore un peu de modélisme dans un club pour être reposé, calme. Et les gens du club, ce sont des pros sur le plan technique et relationnel. Ils sont informés de ce qu'il a. C'est vrai que j'y suis moins allée ces dernières semaines. Donc, il est peu anosognosique, ce patient. Alors, témoignage d'un conjoint aussi. Pour moi, ce qui est particulier dans la maladie, c'est le manque de dialogue avec mon mari. Le fait qu'il y ait l'amnésie et puis cette anosognosie fait qu'on ne peut pas parler, le partage dans la famille de la maladie, c'est pas comme pour un cancer, par exemple. C'est très singulier et c'est ce qui entraîne beaucoup de souffrance pour la famille, souvent. Alors, ça, une épouse, on ne peut quand même pas vivre avec la maladie comme perspective. Je me dis qu'il faut être à la hauteur. Mon souci, c'est son bien-être. Donc là, c'est tout un travail pour éviter qu'il se projette, parce qu'une maladie qui a une telle image que tout de suite il se projette dans ce qui n'arrivera peut-être jamais. Il y a des formes lentes, il y a des gens qui vont bien. Donc, essayer de rester dans un quotidien. Alors, la recherche clinique et thérapeutique, pourquoi on a autant de mal pour la recherche des médicaments et qu'on a eu des déceptions, etc., par rapport, par exemple, au cancer, que je vous ai cité. C'est que le cancer, ils ont la possibilité de faire des biopsies. Un cancer de la peau, un cancer du poumon, un cancer du côlon, on fait une biopsie, microscope, enfin c'est un peu plus technique qu'un microscope, et on peut voir l'histologie, les sous-types, les processus inflammatoires, etc. Et on peut sous-typer comme ça sur un mécanisme biologique des patients qu'on ne pourrait pas sous-typer sur un plan clinique. C'est ce qui a fait considérablement avancer les traitements. Alors nous, dans les maladies neurodégénératives, le cerveau, on ne fait pas de biopsie. Les biopsies, c'est que dans les tumeurs cérébrales. Donc, on a des outils indirects. Qu'est-ce qu'on a comme outil indirect ? La tomographie, émission de positons. Pourquoi ? Parce que je vous ai montré tout à l'heure, on peut injecter des traceurs. Le traceur, en fonction de ce qu'on va lui demander, il va aller fixer des cibles spécifiques. Donc, par exemple, la protéine amyloïde, la protéine tau, l'inflammation, la synapse, des récepteurs, etc. On peut regarder la topographie, on peut le quantifier. Alors, certes, c'est pas du microscope, c'est quand même indirect, mais ça a quand même considérablement fait avancer les connaissances sur la maladie. Alors ça, c'est un petit schéma qui vous représente la maladie d'Alzheimer. C'est un peu comme tout à l'heure. Donc, vous avez le neurone. À l'intérieur du neurone, la protéine tau malade, dégénérescence neurofibrillère. Donc, on a des traceurs pour avoir l'imagerie de la protéine tau. Ici, le peptide amyloïde qui s'est accumulé en amas, les plaques amyloïdes, on a l'imagerie de cette protéine amyloïde. Et puis, pour l'inflammation, c'est-à-dire la microglie ici, les astrocytes, on a aussi des traceurs qui permettent, entre autres, de mesurer cette activation de la microglie quand il y a un processus inflammatoire. Donc, on peut coupler, faire toutes ces imageries et avoir des informations le mieux possible, en tous les cas, chez des patients et comparer avec des gens qui ne sont pas malades. Alors, l'imagerie amyloïde, ça c'est peut-être un peu plus technique pour certains, mais c'est un outil. Alors, le traceur, il est ancien, 2004, donc on a beaucoup d'études sur le sujet. Et ça, c'est le schéma du métabolisme de la protéine amyloïde malade. Ici, vous avez une membrane d'une cellule. Le protéine amyloïde vient d'une protéine qu'on appelle l'APP, la protéine précurseur du peptide amyloïde, qu'on a tous dans notre cerveau, protéine normale. Il se trouve que dans le maladies d'Alzheimer, elle va être coupée par deux enzymes, les bêta et les gamma sécrétases, et ça va libérer ce petit espace qui est un peptide amyloïde qui va devenir pathogène. Ce peptide amyloïde est d'abord monomérique, ensuite il va donner des oligomères et ensuite des fibrilles en plaques. Il va prendre une autre forme en 3 dimensions et va s'agréger. Le traceur, il fixe ça, il fixe cette partie-là, il fixe pas ça. Alors ça, c'est important parce qu'on pense que la toxicité du peptide amyloïde serait peut-être plus à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Il faut bien savoir quand on utilise un traceur, ce qu'on va voir, c'est limites aussi. Il doit avoir, dans l'esprit scientifique, intérêt, mais aussi limite de l'outil. Donc ça se fixe au feuillet bêta plissé. Ça a été montré par des techniques autoradiographiques, je vais aller vite. Et puis il y a des ligands fluorés qui sont plus faciles que le ligand PIB, qui lui nécessite un cyclotron. Alors celui-là, nous, l'avantage, c'est que c'est le meilleur pour la recherche et qu'on peut l'utiliser ici dans le service hospitalier Frédéric Joliot, puisqu'il y a les équipes de chimistes et il y a un cyclotron. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire de la recherche de ce type à Orsay.
L'imagerie de la protéine Tau, c'est un petit peu pareil. Alors, la protéine Tau, c'est une protéine qui se fixe sur les tubules du neurone. Dans les neurones, il y a une architecture qui maintient l'axone et qui permet aux protéines aussi de circuler dans l'axone. Et il y a des tubules qui maintiennent tout ça en forme. Ces protéines, ces tubules, la protéine Tau permet cette stabilisation. Dans la maladie d'Alzheimer, elle devient anormalement phosphorylée, c'est-à-dire qu'elle est trop phosphorylée. Du coup, ça se décroche, ça donne des protéines Tau hyperphosphorylées qui vont s'agréger en paires hélicoïdales, en amas, enchevêtrés, et donner les dégénérescences neurofibrillaires. Et là aussi, ce traceur, il va fixer la partie finale du métabolisme pathologique, c'est-à-dire la partie ici des filaments et des dégénérescences neurofibrillaires. Alors, la protéine Tau, c'est encore plus compliqué parce que vous avez plusieurs types de protéines Tau. Ça, c'est le microtubule, donc c'est la poutrelle, si vous voulez, du neurone. La protéine Tau, ici, elle est accrochée là. Vous voyez, il y a 4 petits points bleus sur le tubule. Et en fait, il y a plusieurs formes de protéines Tau entre sa production et il y a plusieurs mécanismes qu'on appelle les épissages. Et il y a des formes avec 4 points d'accroche, donc les 4 R, et il y a des formes avec 3 points d'accroche, 3 R. Dans la maladie d'Alzheimer, la protéine Tau malade, c'est les 4 R et 3 R. Le traceur, c'est cette forme-là qui va fixer. Par contre, il y a des maladies neurodégénératives, maladies neurologiques, dont les démences frontotemporales, je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont liées à des protéines Tau sans amyloïdes, qu'on appelle des taupathies primaires. Et là, le traceur ne les fixe pas. Donc, ça fixe la protéine Tau de la maladie d'Alzheimer essentiellement. Alors, bon, il y a des limites à cet outil. Ça fixe d'autres régions qui ne sont pas spécifiques. Alors, il y a des nouveaux traceurs qui seraient meilleurs de seconde génération. Et puis, ça fixe pas les autres protéines. Donc, ça, c'est intéressant, c'est qu'on sait que il n'y a pas de biais, par contre, par rapport à d'autres étiologies. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici un homme de 70 ans, 18 ans, qui a une maladie d'Alzheimer, mais débutante, MMS à 25/30, pour ceux qui connaissent un peu. Il a une amnésie de type hippocampique, une atrophie hippocampique, une amnésie, déficit de mémoire épisodique. Ici, c'est par comparaison avec les sujets de contrôle qui participent à la recherche clinique. Et ici, vous avez l'imagerie amyloïde. Donc, on lui a injecté le traceur amyloïde, ici le PIB. Vous voyez que le traceur, il se fixe, dans une échelle de couleur, il se fixe en flocon de neige, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire à peu près dans tout le cerveau. Ça, c'est le même patient. Hein. C'est le même patient qui a eu les deux images. Avec l'autre traceur, la protéine Tau, eh bien, vous voyez que c'est pas du tout la même topographie. C'est dans les régions ici de la mémoire. Donc, on n'a pas la même topographie, pas la même information. Et la maladie d'Alzheimer, c'est les 2 protéines qui causent la maladie, enfin, l'une plus que l'autre. Elles n'ont pas le même rôle. Ici, un patient jeune, 62 ans, en pratique clinique. Ce patient, il a participé à cette étude de recherche clinique. On lui avait fait une IRM cérébrale. Il a une forme plutôt bipariétale, c'est-à-dire que c'est plutôt cette région du cerveau, pas l'hippocampe, et les régions ici pariétales qui sont atteintes. Vous voyez, les sillons sont dilatés. En FDG, le sucre, là, eh bien, il y a un défect, c'est-à-dire qu'il y a un hypométabolisme de ces régions-là. Il participe alors c'est très associé à ces signes cliniques, il a participé à la recherche, et vous voyez de même l'imagerie amyloïde qui est très diffuse et l'imagerie Tau qui est vraiment en regard de FDG, c'est-à-dire que c'est vraiment en lien avec les symptômes cliniques. C'est vraiment associé aux symptômes cliniques. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure des formes langagières de maladie d'Alzheimer. Vous savez, je vous avais montré un patient qui avait une forme langagière qui essayait d'aller m'expliquer qu'il allait à la Sorbonne à des conférences. Voilà ce que ça donne pour ces patients-là. Pareil, l'imagerie amyloïde est diffuse et l'imagerie Tau, elle est focale, mais dans la région ici du langage. Patient qui a participé à cette étude de recherche clinique. Donc, pas du tout les mêmes informations. Les 2 induisent la maladie d'Alzheimer, mais elles n'ont pas le même rôle, elles n'interviennent pas dans le même moment de la maladie. Ici, pareil, hein, j'insiste, mais ça, c'est des patients qui ont des formes visuelles de la maladie, je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est un équivalent de FDG, de métabolisme du sucre, donc avec une atteinte des régions essentiellement visuelles. Ça, c'est l'imagerie amyloïde des patients par rapport à des témoins qui est diffuse. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Alors, on avait comparé ici les contrôles en bleu avec des patients qui ont une forme typique amnésique en rouge et des formes visuelles atypiques en vert. Et voyez, rouge et vert, eh bien, la charge amyloïde
le dosage d'amyloïdes, ce qu'on va mesurer avec ce traceur, il est pareil entre ces deux groupes de patients, alors que cliniquement, ils n'ont pas du tout la même chose. Alors, encore une fois, c'est ici un patient qui a une amnésie typique de maladie d'Alzheimer typique, imagerie ici de la protéine tau. Alors, bon, peut-être que vous ne parlez pas bien anglais, mais enfin là, on comprend bien, parce que le titre, c'est l'imagerie tau est en miroir des symptômes cliniques. Donc, pour l'amnésie typique, c'est les régions de la mémoire. La mémoire, alors là, c'est les variantes PPA, c'est primary progressive aphasia, donc c'est la forme langagière, région du langage, la forme visuelle, les atrophies corticales postérieures, les régions visuelles. Alors, un autre point important, ça c'est une étude qu'on a menée récemment, qui a été publiée récemment, on a suivi des patients pendant 2 ans. À l'inclusion, c'est-à-dire le début de l'étude, on leur fait une imagerie amyloïde et une imagerie tau. Et on regarde comment ils évoluent à 2 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui évoluent lentement et des gens qui évoluent rapidement. Donc, on a voulu voir, est-ce que l'imagerie amyloïde, l'imagerie tau est un facteur prédictif, pronostic de l'évolution? Eh bien, oui, pour l'imagerie tau. L'imagerie tau, elle va être corrélée à la progression de la cognition. Ici, vous voyez les patients qui avaient une imagerie tau importante dans les régions de la mémoire temporale ont eu un score mémoire qui s'est aggravé. Ceux qui avaient une imagerie tau importante dans les régions alors plus vastes temporopariétales ont eu un score instrumental qui s'est aggravé, et pareil pour les fonctions frontales. Et c'était pareil pour la progression de l'atrophie en corticale, en cérébrale. Alors que l'imagerie amyloïde ne joue pas de rôle prédictif. Donc, encore une fois, c'est deux protéines qui interviennent dans la maladie, mais probablement la protéine amyloïde au stade préclinique au départ, et la protéine tau, quand on voit les patients, c'est plus la protéine tau qui rend compte de la progression de la maladie. Ça, c'est une autre petite étude. Je vous avais parlé tout à l'heure des gens qui ont une amnésie qui mime l'Alzheimer, mais qui n'est pas un Alzheimer. Donc, on a inclus des patients, ils ont tous une amnésie, même degré de sévérité de l'amnésie. Ils ont tous une atrophie hippocampique, similaire entre eux. Il y a un groupe qui est un peu plus âgé que l'autre, et on a regardé l'imagerie amyloïde. Ceux qui ont une imagerie amyloïde positive, on a supposé, je me suis trompée là, CPIB, moi c'est à l'inverse, étaient Alzheimer, et les autres étaient des gens qui avaient supposé pas d'Alzheimer. Alors qu'on regarde l'imagerie tau, ça c'est le groupe de patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Ils ont une imagerie, vous voyez ici, positive dans les régions temporopariétales, c'est ce qu'on attend dans les Alzheimer. Donc ils ont une maladie d'Alzheimer confirmée par l'imagerie tau et A-bêta. Et les autres, ils avaient une imagerie amyloïde négative et ils ont une imagerie tau négative. Ça conforte bien qu'on a des formes qui miment un Alzheimer, mais qui n'en sont pas, vraiment pas. Alors, c'est pas négligeable, parce que maintenant, tous ces outils sont inclus dans les essais thérapeutiques pour éviter les erreurs diagnostiques, mais aussi pour essayer de tester l'efficacité des médicaments. Alors, l'imagerie amyloïde, si je résume, ça fixe la forme fibrillaire. Quand c'est négatif, ça permet d'éliminer, en tout cas de remettre en cause le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Quand c'est positif isolément, ça ne suffit pas à un diagnostic, attention, il faut vraiment tenir compte de l'ensemble, entre autres, de la symptomatologie clinique. C'est pas corrélé au signe clinique, c'est pas corrélé à la sévérité. Par contre, l'imagerie tau, ça fixe aussi la partie fibrillaire de la protéine tau. C'est corrélé en miroir aux symptômes cognitifs et c'est corrélé à la sévérité. Ça prédit la rapidité de l'évolution. Il y a pas mal de questions méthodologiques que je ne vais pas développer ici, qui ne sont pas du tout résolues en recherche. Et c'est maintenant intégré dans beaucoup d'études. Est-ce que j'ai encore 5 minutes ou pas? 5 minutes. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire aussi de l'imagerie de l'inflammation. L'imagerie de l'inflammation, microglie, astrocytes. On a un marqueur qui permet de mesurer, de quantifier l'activité ici de cette cellule qui est l'activité microgliale, qui est un reflet du processus inflammatoire et qui contribue à participer à essayer de lutter contre les anomalies de protéines. Le cerveau, lui, il est face à quoi? Des anomalies qui ne devraient pas être là. Ça s'accumule dans le cerveau. Alors, c'est comme quand on a le Covid, on a un virus, il y a un système immunitaire et inflammatoire qui réagit pour lutter, extraire l'intrus. C'est pareil pour les cancers. Une masse qui apparaît, il y a des processus immunitaires qui essaient de lutter spontanément, mais souvent inefficaces. Dans Alzheimer, c'est pareil. Le cerveau, l'organisme essaie de lutter contre ces amas. Et entre autres, ces cellules-là essaient de lutter en nettoyant ces plaques. Le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Parfois, ils arrivent un peu, mais pas suffisamment. Et parfois, ils s'emballent, ils deviennent toxiques. Donc, nous, on a fait une étude pour essayer de mesurer comment ces facteurs intervenaient. Avec ce traceur, on a montré chez des patients Alzheimer, ici,
qu'on peut mesurer effectivement une activité microgliale, donc une inflammation chez les patients. Donc oui, il y a une inflammation chez les patients Alzheimer au stade débutant de la maladie. On a suivi les patients 2 ans. Et puis on a séparé les patients à 2 ans, ceux qui avaient évolué très rapidement et ceux qui avaient évolué très lentement. Et qu'est-ce qu'on a montré? Que ceux qui avaient évolué de façon rapide, ils avaient une inflammation plutôt basse à l'inclusion, c'est-à-dire 2 ans avant. Ceux qui ont évolué lentement, au contraire, ils avaient une inflammation 2 ans avant qui était plus importante. L'idée, qui était d'ailleurs pas du tout celle qu'on avait au départ, se dire peut-être que cette activation microgliale peut jouer un rôle protecteur, protéger le cerveau de la maladie. On a suivi les patients pendant 2 ans et on a montré que ceux qui ont une activité microgliale élevée au départ, ils restent plutôt stables dans le temps dans l'activité de la microglie, dans l'inflammation, et ils évoluent plutôt lentement. Ceux au départ où c'était pas activé, la microglie n'était pas vraiment activée, ça s'emballe après, ça augmente. Par contre, ils évoluent défavorablement. Alors, ce mécanisme-là, il pourrait être associé, régulé, modulé, on va dire, par d'autres cellules qu'on appelle les cellules lymphocytaires T, les cellules de l'immunité. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ces cellules de lymphocytes T, c'est des cellules qui jouent dans le mécanisme immunitaire pour lutter contre tous les intrus en fait du corps. Et dans ces cellules, il y en a qui sont des killers, c'est-à-dire qui nettoient, et il y en a qui modulent. Les T-régulateurs modulent. Et il y a beaucoup d'études qui laissent à penser que ces T-régulateurs, ces lymphocytes T, interviennent dans la modulation entre est-ce que la microglie va être bénéfique ici ou au contraire plutôt toxique. Donc, nos collègues sur des modèles murins, ils ont testé cette hypothèse. Alors, les modèles murins, on fabrique des pseudo-Alzheimer chez les modèles murins. Je dis pseudo, parce que ça en est quand même moins d'Alzheimer chez l'homme. Ils ont ici fabriqué une forme d'Alzheimer chez la souris. Et chez ces souris, ils ont fait une déplétion des T-régulateurs. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé ces cellules immunitaires. Et ils ont regardé ce qui s'est passé après. Donc, ils sacrifient les souris, regardent leur cerveau. Et ils ont vu que ces souris, elles avaient développé des déficits cognitifs et elles avaient moins d'activité microgliale. Par contre, pour ces souris, si jamais au contraire, au lieu de dépléter, c'est-à-dire de diminuer les T-régulateurs, ils les boostent par un traitement, ils augmentent les T-régulateurs par un traitement qu'on appelle l'interleukine, eh bien, les T-régulateurs augmentent et la souris, elle va mieux. Elle a une meilleure cognition et elle a activé sa microglie. Alors, il y a beaucoup de données qui nous ont permis, de nous dire que ce traitement par faible dose d'interleukine pourrait être bénéfique chez les patients. Et nous, on a débuté un traitement à l'automne, alors pilote, avec un tout petit budget, on fait comme on peut, où on teste chez des patients l'effet de l'interleukine 2 pour agir sur la microglie, les systèmes immunitaires chez ces patients-là et voir si on peut effectivement mieux moduler ces processus qui sont des processus naturels chez l'homme, mais leur donner un impact favorable. Alors, tout ça est très compliqué. Alors là, je suis dans des choses très, très récentes, 2021, 2023, il y a un papier qui vient de sortir dans Nature, une grande revue, où on montre que ces systèmes immunitaires, en fait, ils interviennent probablement beaucoup plus qu'on le pensait avant dans les Alzheimer, avec des effets toxiques ou bénéfiques, ça c'est des microglies. Ça, c'est une barrière, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, avec le lien avec le sang périphérique. En fait, il y aurait des interfaces entre les lymphocytes périphériques, du sang périphérique, avec le cerveau qui interviendrait dans la maladie d'Alzheimer, régulé par les cellules T-régulateurs. Et alors vous ne savez peut-être pas que dans le système immunitaire, quand on vous vaccine contre le Covid, on vous vaccine, on vous mime en fait le Covid, il y a quelque chose qui mime le Covid, et votre système immunitaire, il se met en route, comme s'il y avait le vrai Covid. Il se met en route avec la sécrétion d'anticorps, ça vous en avez tous entendu parler, des anticorps, mais pas que. C'est-à-dire que ces cellules immunitaires vont apprendre elles-mêmes à fabriquer des anticorps ensuite de façon plus efficace. Donc il y a un mécanisme cellulaire, lymphocyte, et on appelle humoral les anticorps. En fait, il y a toute une réflexion actuellement où on pense que ce système avec cellulaire, les lymphocytes, a été minimisé et on a beaucoup de déceptions dans les traitements d'Alzheimer où on a injecté des anticorps aux malades anti-amyloïdes. Alors, je vous ai montré que les protéines amyloïdes n'étaient pas liées à la clinique, donc c'était peut-être pas la bonne piste non plus. Mais même dans les stades très, très débutants, ça marche pas.
Et il y a toute une idée de se dire, il faut qu'on donne les anticorps avec aussi un médicament qui agit sur les lymphocytes. C'est ce qui est fait en cancérologie. Et du coup, les interleukines, nous, ensuite qu'on menait, c'est de les mettre en combithérapie, c'est-à-dire combiner des traitements entre eux pour essayer vraiment de booster ce système de protection de la maladie. Ce qui fait que la recherche, c'est quoi? C'est tout le temps une recherche transversale. On part de modèles fondamentaux, modèles murins et biologie cellulaire. On fait la recherche clinique, l'application. Alors, à partir de ces réflexions avec nos collègues, on va partir sur des hypothèses qu'on va tester chez l'homme avec plusieurs outils. Et puis, nous, on remonte les informations aux collègues parce que les modèles murins sont tous pareils. La souris, elle est toute pareille. Moi, je vous ai montré que l'Alzheimer, c'est variable, ça évolue pas pareil, il y a des présentations différentes. Donc, nous, on leur remonte les informations pour qu'ils puissent repartir sur les hypothèses. Et c'est toujours des va-et-vient de discussion pour essayer de mener ça à bien. Alors, ça, c'est les collègues avec qui nous, on travaille. Donc, ici, Michel Belplander au CEA, les équipes de Neurospin aussi. On travaille aussi avec des équipes de la Salpêtrière, Saint-Antoine avec un chercheur en immunologie qui est très brillant, l'Institut de la Vision pour des marqueurs rétiniens. Nous, on est situé à Sainte-Anne. Et puis, on a des séminaires de recherche tous les mois. Voilà, en conclusion, c'est une maladie plus complexe, je pense, que ce que vous pensiez, hétérogène. La recherche avance, mais elle a ses limites. On se rend compte qu'il y a encore plus de complexité que ce qu'on pensait. Donc, la nécessité de faire converger des compétences distinctes de chercheurs et puis ne pas baisser les bras. Merci.